Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de webinaires consacrés au futur des opérations. Cette série comprend 11 épisodes dont l'objectif est de partager notre vision des défis, enjeux et opportunités pour les opérations sur les prochaines années. Le webinaire d'aujourd'hui va se focaliser sur le pilotage supply chain et sur les opportunités apportées par la science des données et l'intelligence artificielle dans ce domaine. Sur la base de ces opportunités, nous imaginons un nouveau système de pilotage supply chain que nous avons appelé Supply Chain Copilot et que l'on va détailler dans le cadre de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on va introduire les principes de ce système de pilotage. Ensuite, on passera sur un certain nombre d'exemples au travers de démonstrations. Ensuite, on reviendra sur les enjeux et les prérequis associés à cette approche. Et puis, on finira par une session de questions-réponses. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes deux intervenants dans ce webinaire. Donc Mathieu Denodrest, je suis directeur associé chez Aragon & Co, spécialisé en supply chain, avec une vingtaine d'années d'expérience dans des projets de transformation supply chain. Et je m'occupe chez Aragon de notre approche Supply Chain Copilot qu'on va donc présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, Fabrice Rayette, je suis directeur au sein du cabinet, spécialisé également en supply chain et logistique, et je travaille avec Mathieu sur le développement de l'approche Supply Chain Copilot. Voilà, donc pour rentrer dans le sujet, finalement, cette page synthétise le système Supply Chain Copilot et les mesures. C'est un système, quelque part, qui s'appuie sur un copilot, qui a une vision d'ensemble sur les données supply chain, et qui, à partir de cette vision sur l'ensemble des données, va à partir de techniques analytiques et d'IA, augmenter les acteurs de la supply chain en leur recommandant des actions concrètes pour améliorer la performance supply chain. Donc, basiquement, améliorer le service, éviter des ruptures, optimiser les coûts et les stocks, l'impact environnemental, voilà, améliorer la performance supply chain. Dans cette approche, on voit deux niveaux. Le premier niveau, qu'on a appelé Analytics Supply Chain Copilot, se base sur les données structurées. Donc, c'est les données qui sont aujourd'hui présentes dans les systèmes d'information type ERP, APS. Et donc, à partir d'analytiques, potentiellement de machine learning, on va déjà faire une multitude de cas d'usage dans cette première étape. La deuxième étape, qu'on a appelée GenAI Supply Chain Copilot, en complément de la première étape, va exploiter ce qu'on appelle la donnée non structurée de la supply chain, c'est-à-dire l'ensemble de l'information qui va s'échanger entre les acteurs de la supply chain sous différentes formes, email, meeting, compte rendu, etc. On reviendra sur ces notions juste après. Le premier niveau Analytics Supply Chain Copilot est un niveau plutôt mature aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années qui rentrent dans ce cadre-là. On va, dans ce webinaire, plutôt se focaliser sur la deuxième étape. Je vais quand même consacrer une page sur ce premier niveau, Analytics Supply Chain Copilot. Donc finalement, comme je l'introduisais, on a une vision d'ensemble sur toutes les data supply chain et avec de l'analytique, des algorithmes, du machine learning, on est capable d'identifier et de faire des recommandations aux actions de la chaîne. Donc il y a une première série de cas d'usage qui va se consacrer sur le challenge des paramètres de planification. Challenger les safety stocks, les lead time, les tailles de lot, les fréquences de livraison. Voilà. Tous les paramètres de planification supply chain avec cette vision d'ensemble et un certain nombre d'algorithmes, on peut déjà identifier des choses qui peuvent être optimisées ou qui sont incohérentes. Un deuxième domaine proche, c'est le sujet de la qualité des data supply chain. Cette vision d'ensemble, avec des techniques d'alerte, des analyses, on peut identifier des données incohérentes et mettre en place des corrections ou des propositions de correction de ces datas-là. Donc voilà, ça c'est un premier, disons, grand domaine de cas d'usage qui ont beaucoup été développés ces dernières années. Et ensuite, tous les autres cas d'usage sont plutôt sur le challenge des plans. Donc on a une vision d'ensemble sur les plans depuis la demande jusqu'aux appros, sur l'ensemble de la chaîne. Le fait d'avoir toute cette information-là permet, à partir de techniques analytiques et d'algorithmes, d'identifier des incohérences, des choses qui sont améliorables dans les plans ou des actions à prendre à court terme. Et donc l'approche No Chain Planning qui va être développée dans le webinaire numéro 8, quelque part, est basée sur un Supply Chain Analytics Copilot très avancé, appliqué à la planification industrielle. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez avoir des exemples plus détaillés de Supply Chain Copilot Analytics, à assister à ce webinaire qui aura lieu dans quelques jours. Donc voilà, on va maintenant se focaliser plutôt sur la deuxième étape que j'introduisais, ce qu'on a appelé GenAI Supply Chain Copilot. Finalement, on est parti du constat que pour piloter une supply chain aujourd'hui, les planificateurs se basent sur deux types d'informations, les données structurées présentes dans les systèmes d'information, les ERP, les APS, etc., et les données non structurées qui vont s'échanger entre les acteurs de la chaîne sous de multiples formes. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie basse de l'iceberg à droite, c'est-à-dire finalement c'est dans une supply chain de taille moyenne, chaque semaine, des milliers de messages qui s'échangent entre les clients et les commerciaux, entre le marketing, le customer service, les équipes de production. Donc voilà, toute cette masse d'informations qui aujourd'hui s'échange entre les acteurs de la chaîne. Et finalement, un des rôles clés d'un planificateur aujourd'hui, c'est de capturer un maximum d'informations de ce qui se passe dans cette partie basse de l'iceberg
dans cette réalité, pour faire en sorte que les plans soient alignés le plus possible avec la réalité. Et donc c'est là où on a vu une opportunité intéressante pour l'IA générative, c'est qu'elle a cette capacité à structurer, synthétiser, analyser des quantités importantes de données non structurées. Et donc ça permet quelque part d'accroître de façon significative l'accès à l'information, sa vitesse de propagation, pour justement améliorer la qualité des plans et donc améliorer la performance supply chain. Ça a aussi l'opportunité d'automatiser de nombreuses tâches que font les planificateurs qui consistent justement à exploiter, traiter l'ensemble de cette information non structurée. Donc voilà pour le principe. Ce qu'on propose maintenant, c'est de rentrer sur des exemples concrets pour illustrer cette approche-là. Voilà, je vais laisser la parole à Fabrice qui va vous présenter un certain nombre d'exemples qui ont été développés ces derniers temps. Merci Mathieu. Du coup, pour introduire ce qu'on va vous montrer, c'est un ensemble de cas d'usage qu'on a développé avec un certain nombre de nos clients. Pour des raisons de confidentialité, on a anonymisé ces éléments et on a reconstruit un cas complet de bout en bout qui part de la gestion de la demande jusqu'à la gestion des approvisionnements. Et deuxième point, pour des raisons pédagogiques également, et comprendre ce qui se cache derrière l'IA générative, ce que vous verrez dans la démonstration sera illustré à travers notre plateforme de génération d'assistants qui est développée par notre équipe data Iris, qui permettra d'illustrer comment, à partir d'assistants personnalisés, l'IA générative peut apporter un support et de l'efficacité à l'ensemble des planificateurs de la chaîne. Dernier point, bien évidemment, au cours de la démonstration que vous verrez, on vous mettra en perspective à quoi ça pourrait ressembler une fois consolidé. C'est-à-dire qu'on va vous détailler les étapes et les cas d'usage, mais on vous mettra à la fin de chaque pan, donc demande, production planning et supply planning, une vision d'un cockpit intégré, ce que pourrait ressembler Supply Chain Copilot. Alors, du coup, pour introduire ce Supply Chain Copilot, je vous présente l'entreprise Happy, qui est une entreprise qui fabrique et distribue des produits à base de fruits, des compotes, des jus de fruits, des confitures. Ils ont essentiellement pour clients des retailers en Europe, une part importante de promotion et sont très sensibles aux actions que lancent leurs compétiteurs, parce que c'est un marché très disputé, et comme c'est un marché très disputé, leurs lignes de production sont bien occupées. Il y a des plans de maintenance aussi robustes qui sont mis en place, qui consomment de la capacité. Et d'un point de vue sourcing, ils sont soumis aussi à un certain nombre d'aléas sur les fruits qui vont impacter également le plan d'appro et qu'il faudra prendre en compte et sur lesquels l'IA pourra être d'un secours. Voilà, donc ça c'est vraiment le contexte de l'entreprise et effectivement comme l'entreprise Happy est en avance sur son temps, elle a mis à disposition de ses planificateurs un certain nombre d'assistants. Donc on commencera cette démonstration par la partie tout à gauche, sur la partie demand planning, où on verra comment un assistant peut aider un prévisionniste et un demand planner dans ses activités quotidiennes. Ensuite, une fois que le plan de demande a été mis à jour, on va passer la main à un assistant qui va lui être en support du planificateur pour mettre à jour le plan de capacité et les plans. Et enfin, une fois qu'on aura mis à jour le plan de production, il faudra regarder les impacts sur la partie appro. Et là aussi, les approvisionneurs auront un assistant dédié qui pourront les aider. Alors, le volet demande, comme c'est un assistant dédié, il va avoir à disposition, comme on l'a vu tout à l'heure, des données structurées. Donc les données structurées du prévisionniste, c'est le plan de demande, structuré à la maille client, croix produit, croix type de demande, croix semaine. Et un certain nombre d'informations non structurées auxquelles l'assistant Demand Planning Copilot a accès, les mails qui sont échangés parce qu'il est mis en copie avec les clients ou en interne, des données qu'il peut accéder sur des sites web comme des plans promo par exemple, des articles de presse qui peuvent être intéressants pour se projeter sur la demande future et des synthèses de demand review qui vont être utiles puisqu'il aura à mettre effectivement dans le flux à jour la demand review pour l'Excom. Dans les cas d'usage qu'on va voir et qu'on va vous présenter, on va voir comment l'assistant peut aider à synthétiser et structurer de l'information pour mettre à jour le plan de demande, interagir avec des fonctions et enfin mettre à jour le support de demand review qui va être utile et la synthèse pour l'Excom. Alors, justement, en introduction, alors on ne fera pas ça sur tous les cas d'usage, on vous présente la plateforme, encore une fois, à vue pédagogique. Donc, comme je le disais en introduction, on a utilisé notre plateforme qui nous permet de travailler des assistants
qui s'appelle Edgar, qui a été développé par l'équipe Data. Ce que vous voyez ici, c'est comment on paramètre l'assistant. Bien évidemment, ça ne sera pas à faire à chaque fois. Hein, ce sera des assistants qui seront pré-paramétrés. Donc vous voyez ici, on définit son nom. À quoi il va servir. Donc lui, il sera dédié aux tâches du prévisionniste. On lui donne des instructions qui lui donnent des éléments de contexte sur ce qui est attendu de lui, donc en support de la mise à jour du plan de demande. On lui met à disposition un certain nombre d'informations et il y a d'autres paramètres à régler, comme typiquement le moteur qu'on va utiliser. Donc là, ici, en toute confidentialité, on va utiliser, grâce à un API, la dernière version de ChatGPT. Et on va également régler, là on le voit pas nécessairement à l'écran, mais on va régler également son degré d'interprétation de l'information, voilà, qu'on règle généralement à neutre pour éviter justement trop d'interprétation. Et ce qu'on va lui demander dans tous les cas, c'est de nous justifier les réponses ou les propositions d'action qu'il propose au prévisionniste. Donc un premier point, comme il a accès à cette base de mails relativement importante, qu'il est dans les échanges avec les clients ou avec les commerciaux, on va lui demander est-ce que par rapport à ce qu'il voit, il y a des données intéressantes qui pourraient être mis en visibilité du demand planner, du prévisionniste, et qui impactent potentiellement le plan de demande. Donc si on regarde ici, on voit qu'il y a 4 informations, donc il y a un certain nombre de mails, toutes ne sont pas intéressants et ne concernent pas le prévisionniste. L'assistant a retenu 4 points qui sont listés ici. Si on s'arrête sur le premier, voilà, il y a un distributeur qui souhaite décaler une promotion sur un produit donné de la compote de pommes et plutôt de la mettre, ce qui était planifié initialement avec lui, et entendu, la semaine du 15 avril, il souhaite le décaler 2 semaines plus tard. Et donc, il y a d'autres informations qui peuvent concerner soit les échanges avec les clients, soit les échanges internes. Il y a un autre échange qui concerne un essai d'industrialisation qui va compliquer un lancement produit. Donc ça aussi, ça a un impact pour le prévisionniste. Et juste pour compléter ce que dit Fabrice, dans cet exemple-là, hein, cet email de décalage de promotion, c'est une information que le prévisionniste n'avait pas directement accès, ce n'était pas dans les mails dans lesquels il était en copie. Vraiment, dans la base d'email constituée, il y a tout l'ensemble des échanges également entre les commerciaux et les clients, qui est constitué en créant une adresse qui est mise en copie des échanges systématiques que les personnes peuvent enlever si elles le souhaitent pour des mails, disons, plus personnels, et qui a permis quelque part de capter cette information et de la mettre en visibilité du demand planner. Voilà, chose qui aurait pu prendre plusieurs jours ou semaines à arriver jusqu'à lui dans le processus existant. Exactement. Et donc, cette information, elle est intéressante, mais on va essayer de rendre cette information directement exploitable par l'outil de prévision également. Et donc, on va demander à l'assistant des points qu'il a retenus, de nous les mettre en visibilité du plan de demande et de proposer des modifications du plan de demande, donc structuré comme doit l'être un plan de demande, c'est-à-dire client, article, nature de l'article ou de la demande par semaine, et de bien identifier les lignes sur lesquelles il y a une modification et la raison pour laquelle il faudrait apporter une modification à ce plan de demande. Et donc, on va retrouver les 4 points qui ont été mentionnés plus haut. Donc, vous voyez ici structuré client, article, type de demande par semaine, et mis en gras. Voilà, ici, on retrouve l'article promotionnel du distributeur en question avec une proposition de décalage. Donc, initialement, c'était le 15. Et là, l'assistant nous propose et met en évidence de décaler cette promo de 2 semaines en gardant les mêmes quantités. Et il nous donne la raison, le commentaire. Et bien évidemment, on peut accéder à l'email correspondant pour s'en assurer. Donc ça, c'est une part importante de support de l'assistant qui permet de mettre à jour et d'élargir la vision du prévisionniste. Une autre part importante du travail du prévisionniste, c'est, comme je l'ai dit, pour la société API, il y a une forte exposition et une forte sensibilité au plan promo. Donc de la même façon, on va s'appuyer sur l'assistant pour être en capacité d'avoir plus d'informations et de la visibilité sur les promotions des produits similaires de nos concurrents chez nos mêmes clients. Donc typiquement, ici, chez un retailer, on a en visibilité son plan promo puisque c'est accessible sur son site web sur les prochaines semaines, et ces éléments pourront être exploités par l'assistant. Alors à des fins déjà techniques pour alimenter un algorithme de machine learning par exemple, en structurant cette information, et aussi bien évidemment au travail fin du prévisionniste. Il y a une promo prévue sur un concurrent sur un produit similaire.
ça va avoir un impact sur le fonds de rayon et donc il faudra qu'il ajuste sa prévision. Donc là, vous allez voir l'assistant sur la base de ces informations non structurées. On a des images, des informations. Il va être en capacité de restituer des informations sous forme tabulaire, exploitables soit par un autre modèle d'IA, soit directement par le prévisionniste pour savoir qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines semaines qui pourra impacter le plan de demande de l'entreprise API. Donc structuré, on voit quel concurrent est concerné, le parfum, le contenant, le prix et le type de promotion, la mécanique promotionnelle qui est appliquée. Voilà. Et donc, on pourra en tirer aussi des opportunités ou des risques pour l'entreprise API et ajuster le plan de demande en conséquence. Donc ça, c'est un point intéressant et qui permet d'alimenter la prévision. Un autre travail du prévisionniste ou du demand planner, c'est d'être au contact aussi de l'actualité et de savoir quels sont les impacts éventuels de l'actualité de ses clients, de ses concurrents sur sa vision du business. Donc forcément, le prévisionniste est très occupé, il n'a pas le temps de consulter la presse spécialisée qui requiert pourtant un certain nombre d'informations intéressantes. Donc il va demander à l'assistant, en lui donnant un certain nombre de sources, de synthétiser sur la base d'informations auxquelles il a accès, un certain nombre d'articles qui pourraient être intéressants pour lui dans son rôle de reprojection du plan de demande. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il a identifié 8 articles, donc dans la masse de ce qu'il a accès, 8 articles qui pourraient être intéressants. Et de façon synthétique, il donne des éléments au prévisionniste pour savoir si cet article est intéressant pour lui. Et donc, quand on regarde, il y a le point numéro 4, où il y a effectivement une situation de négociation tendue entre un distributeur et la société Compote, un concurrent direct de la société API, autour d'un blocage autour des prix pour l'année à venir. Donc là, le prévisionniste est intéressé, parce que c'est peut-être une opportunité pour la société API, et donc il va demander plus d'informations à l'assistant pour savoir effectivement quel en est, quel est le timing et éventuellement quelle opportunité pour la société API. Voilà. Donc il va poser la question. Voilà, sur le point numéro 4 qui m'intéresse, pas forcément le point numéro 4, mais justement en langage naturel, sur ce point de négociation, est-ce que tu peux m'en dire plus et comment je pourrais en tirer parti, moi, en tant que prévisionniste de la société API. Donc là, il va donner beaucoup plus d'éléments. Il va rentrer, analyser l'article et en ressortir une synthèse. Bien sûr, on retrouve les points clés. Voilà, quel est le conflit, quelle est la décision à date, quels sont les points de désaccord, qui est quand même intéressant, et finalement, quels sont les insights que je peux en tirer, moi, en tant que prévisionniste. Et donc, effectivement, il y a une opportunité pour la société API d'avoir des volumes supplémentaires sur la partie, sur leur catégorie produits compote, en particulier pommes, et ça va être des choses intéressantes à mettre en visibilité du comité exécutif qui se réunit pour la Demand Review. Donc, en vue de préparer cette Demand Review, donc il a fait un certain nombre de tâches, il a mis à jour le plan de prévision, il souhaite remettre en perspective la réunion qui arrive dans les prochains jours et donc il demande à l'assistant de l'aider de rédiger un mail, comme il a l'habitude de le faire, sur les points clés qui ont évolué depuis la dernière fois, ils se sont vus depuis la dernière Demand Review. Et donc, voilà, il va synthétiser les dernières évolutions de façon synthétique, les principaux changements qu'il a apportés à la prévision et les opportunités qu'il peut voir dans les évolutions de demande et sur lesquelles, bien évidemment, il y aura discussion au sein du comité exécutif. Et il y a 2 points. On a vu qu'il y avait un sujet sur la promo, donc typiquement sur le jus d'ananas, c'est beaucoup moins animé, donc il y a une opportunité peut-être de pousser des volumes. Et une autre opportunité intéressante sur la société Compote qui est en difficulté avec le distributeur, où ils peuvent aller chercher des volumes supplémentaires. Mais c'est vrai que c'est relativement important puisqu'on va parler de 20 à 30% de volume en plus sur cette ligne produit. Voilà. Donc ces éléments que vous avez vus, c'est des différents use cases. Bien évidemment, là on vous a montré l'envers du décor, comment fonctionne l'assistant, les réponses qu'il donne. Bien évidemment, tout ne va pas se faire dans l'interface de chat.
Et donc, l'idée, c'est d'avoir, comme vous voyez à l'écran, un cockpit de pilotage, là dédié aux prévisionnistes. On va retrouver l'ensemble des alertes qui reprend les cas d'usage qu'on a vus tout à l'heure, triés par niveau d'impact ici pour l'exemple sur le chiffre d'affaires, où on reprécise le périmètre, article, client, le statut, si l'action a déjà, on voit qu'il y a une action qui est déjà en cours, et 3 niveaux d'action. Un premier niveau qui est, OK, j'essaye de comprendre, de mieux comprendre, d'explorer l'alerte qui m'est donnée. Donc typiquement, vous voyez, le point qui ressort, c'est justement cette volumétrie supplémentaire. Il y a une opportunité avec la société Compote. Donc voilà, on peut aller voir l'article de presse correspondant. On peut bien évidemment discuter avec le commercial qui s'occupe de ce distributeur pour savoir s'il en sait plus, si c'est avéré, s'il y a bien une opportunité. Et on peut enfin agir dans le dernier bloc ou interagir dans l'outil de planification. Il y a un APS dans l'entreprise pour ajuster la prévision en conséquence sur la base des recommandations du copilote. Et ce que vous voyez ici, on a mis en évidence le dernier élément sur la promo qui était décalée, le premier cas d'usage qu'on a vu, où là aussi, elle est bien identifiée. On a la possibilité, en passant la souris, d'avoir un peu plus de détails et de voir qu'effectivement, c'est Paul Claude, le client, qui a demandé ce décalage. Et là, pareil, des actions où on peut investiguer l'email, discuter avec le commercial et ajuster, si ça nous semble pertinent et si c'est correct, dans cette vue de contrôle également, la prévision sur l'article concerné. Voilà, donc ça c'est bien notre vision et dans le reste de la présentation, vous verrez à la fin de chaque série de cas, cet écran, qu'est-ce que ça veut dire pour le planificateur industriel, qu'est-ce que ça veut dire pour l'approvisionneur. Voilà. Et vous retrouvez d'ailleurs, je ne l'ai pas commenté, mais sur la gauche, le menu où en tant que responsable supply chain, je peux avoir accès bien sûr à la totalité des copilotes si je veux pouvoir suivre aussi le travail de l'équipe supply chain. Donc maintenant, on va passer au cas production. Donc de la même façon, alors je ne refais pas toute l'introduction. Là, ce qui est important, c'est les données structurées et non structurées qui seront un peu différentes. Le planificateur, l'assistant du planificateur aura à disposition le plan d'ouverture des lignes, le plan de production à date, en tout cas le dernier. L'ensemble, comme il est en copie, l'ensemble des mails qui sont échangés au sein de l'usine qui peut impacter, lui, son travail de planification. Il y a des tests d'industrialisation, il y a du nettoyage en plus, il y a des opérations de maintenance qui n'étaient pas prévues, etc. Donc ça, c'est des choses auxquelles l'assistant est en copie et peut exploiter l'information. Il y a d'autres données plus qualitatives sur comment on planifie, c'est quoi les lignes guides, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'il faut éviter. Et puis, il y a, comme on l'a vu sur la partie Demand Review, de la même façon, comment on structure une synthèse pour que l'assistant puisse aider également le planificateur industriel sur l'établissement de cette synthèse. Voilà. Donc, de la même façon, les cas d'usage qui vont être identifiés ici, c'est mettre à jour le plan de capacité, parce qu'il y a des choses qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on a ouvert l'outil de planification, mettre à jour le plan de production en conséquence, parce que là, on nous demande, tiens, il y a une opportunité d'aller chercher 30% de volume en plus sur la compote de pommes, est-ce qu'on sait le faire? Et après, la capacité aussi à synthétiser l'information pour le comité de pilotage ou le comité exécutif qui prendra la décision. Donc de la même façon, voilà, on a paramétré un assistant dédié à cette fonction. Et la première question qu'on va lui demander, c'est est-ce que, compte tenu des derniers échanges, tu peux me donner une vision synthétique des évolutions du plan capacitaire à date? Et donc, il va structurer des choses qui sont tout à fait digérables par l'outil de planification, structurées par semaine, par nature, les ouvertures de lignes, les heures éventuelles de maintenance qui sont prévues. Donc on voit dans les points clés, il nous dit attention, sur la semaine 24, il y a des heures supplémentaires qui ont été notées, des heures de nettoyage qui n'étaient pas prévues mais qu'on a intégrées. Et donc de façon synthétique, visuelle et numérique, il nous met dans la bonne colonne où on voit les heures de test, les heures, il y a un lancement de produit qui est prévu, les heures de maintenance, etc. Donc ça permet au planificateur de repartir
avec un plan d'ouverture le plus à jour possible. Et deuxième point, c'est, alors là on l'a illustré sur Excel, mais ça peut être un écran également d'un outil de planification. On a mis à jour la demande, donc on nous demande de tester qu'est-ce qui se passe s'il y a 30% de demande en plus sur les compotes de pommes. Donc là on voit, on a une projection de stock qui a été mise à jour, parce que le planificateur n'a pas encore retravaillé son plan, avec des éléments que connaissent tous les planificateurs, un stock minimum à respecter, la ligne rouge, un stock maximum qu'il ne faut pas dépasser, la ligne orange, et un certain nombre de paramètres. Donc, on va demander là aussi l'assistance de ce Prod Planning Copilot pour nous aider à mettre à jour ce plan de production en cohérence. Là encore, j'insiste, on vous montre l'envers du décor et on va faire des itérations pour vous montrer comment l'assistant, tel un planificateur, va réagir. C'est-à-dire il va essayer déjà d'attaquer la prochaine rupture. Et quand on voit, si vous regardez, là si je pose, on voit qu'il y a une rupture dans le stock projeté, on verra dans l'animation suivante, aux alentours du 1er juillet. Et donc, il va proposer d'ouvrir un week-end supplémentaire, le week-end juste avant, pour assurer un niveau de stock suffisant. Voilà. Donc, il a fait par itération, une première itération sur le premier week-end, et ainsi de suite. Donc après, on voit qu'on a une projection un peu plus loin et on descend en dessous du stock négatif. L'assistant va la détecter et va, pareil, proposer un ajustement du plan de capacité en ouvrant un week-end supplémentaire sur juillet pour redresser la courbe de stock. Voilà. Donc c'est pareil, et à chaque fois, de façon transparente, là aussi pour vous expliquer la mécanique et s'assurer qu'il fonctionne correctement, il nous met en visibilité là où il a activé un week-end supplémentaire. Et ainsi de suite. Et là, on voit on tangente le stock minimum en fin août. Il va proposer également une ouverture de week-end supplémentaire en août. Voilà. Donc ça, de la même façon que ferait un planificateur, il itère, il interagit avec l'outil de planification, que ce soit Excel, un APS, pour proposer un plan qui respecte la règle, qui était là assez simple, à des fins de démonstration, planifié entre le stock min et le stock maximum. Donc il est capable de le faire. Donc, bien évidemment. Juste là-dessus, pour compléter, donc évidemment, ça peut être fait par un planificateur, donc ça ne va pas faire mieux que le planificateur, mais ça va faire le même principe que ce que ferait un planificateur. L'intérêt ici, c'est de pouvoir le faire très vite, c'est-à-dire je veux très vite tester ce nouveau scénario de demande supplémentaire, je peux, avec l'assistant, avoir tout de suite une réponse pour le faire. Voilà quels sont les prérequis et qu'est-ce qu'il faut modifier dans le plan capacitaire. Voilà, chose qu'on pourrait bien sûr qu'un planificateur pourrait faire, mais il peut être en vacances, ça peut être au mauvais moment, ça peut prendre plusieurs jours à ce qu'il réponde, alors que là, directement, on peut avoir la réponse à notre question pour pouvoir faire la suite du processus de décision. Exactement. Donc là, on voit qu'il a réussi à nous proposer quelque chose de faisable avec l'ouverture de 3 week-ends supplémentaires. Bon, il se trouve que voilà, on n'est pas décisionnaire sur l'ouverture de l'usine. Donc de la même façon, on va, comme on l'a vu sur la partie demande, requérir l'assistance du copilot pour fournir une proposition d'email à adresser au directeur industriel ou au directeur de l'usine pour savoir est-ce que c'est faisable d'ouvrir ces 3 week-ends supplémentaires. Donc il donne la situation, voilà, le plan de demande a augmenté, les capacités ont été mises à jour, et donc pour ça, je propose de faire ces ouvertures sur ces 3 week-ends, sachant qu'on tourne déjà en 3 shifts sur le reste et sur l'ensemble de l'horizon. Pareil, l'assistant est en copie de l'envoi que fait le planificateur. Le responsable industriel ou directeur industriel répond et confirme que c'est faisable. Et donc là, je vais pouvoir aller avec le comité exécutif en disant, voilà, par rapport à cette opportunité de prendre des volumes supplémentaires de 30%, c'est possible, à condition d'ouvrir 3 week-ends supplémentaires. Par ailleurs, comme dans les données qu'on a fournies à l'assistant, il y a également le coût d'une ouverture le week-end. Il est capable de donner également ces éléments pour information et ensuite pour décision et discussion avec le comité exécutif sur l'ouverture supplémentaire. Voilà, donc là, une rédaction d'email, comme on a pu voir, pour faire gagner du temps à celui qui simule de façon à informer de façon exhaustive et simple les membres du comité et arriver préparés, bien évidemment, à la réunion pour une décision simple et efficace. Voilà. Donc ça, c'est la partie. Donc, de la même façon, on a
Tout ce qu'on a vu, on le reconsolide dans un cockpit qui est dédié cette fois-ci aux fonctions de planification industrielle. La différence, la partie haute de l'écran, vous voyez, on retrouve ce tableau d'alerte trié par impact sur le chiffre d'affaires, plutôt sur l'ouverture de capacité. Ah, attention, le plan de maintenance a été mis à jour, il y a des tests d'industrialisation qui n'étaient pas pris en compte, il y a des nettoyages supplémentaires pour X ou Y raison, la possibilité de zoomer et toujours ces 3 niveaux d'action, la compréhension, pourquoi cette alerte est levée, d'échanger, je peux échanger avec les responsables de l'usine pour comprendre est-ce que c'est bien à jour, est-ce que c'est bien ce qui va se passer ou il n'y a pas des derniers développements dont n'a pas connaissance le copilote ou le planificateur. Et bien sûr, toujours la possibilité d'agir. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas se substituer à l'outil de planification, mais c'est enrichir les données à partir d'informations non structurées. Et puis, vous avez toute la partie basse qui est un peu différente de la partie demande. C'est ce que précisait Mathieu. L'idée, ce n'est pas de remplacer un planificateur, c'est avoir cette capacité, comme on ferait avec un humain et on demanderait au planificateur, tu peux me dire si c'est possible de prendre 30% de volume en plus. On aimerait que la réponse soit assez rapide et qu'on nous donne les conditions de réussite de ce plan de demande. Donc là, on a la possibilité dans cette interface de poser la question, de préciser sur quoi on veut faire une simulation supplémentaire, éventuellement de préciser les contraintes supplémentaires, ici en disant c'est des volumes pas très sûrs, donc si tu peux me le regrouper sur des shifts spécifiques pour que si on doit le déconnecter ou décommander, on sait le faire, et le résultat est la projection de stock. Voilà. Donc ça, encore une fois, l'idée c'est pas que la planification sera faite par l'assistant. La planification est bien exécutée dans l'outil de planification, mais pilotée par l'assistant. Voilà. Et donc, vous avez toujours la possibilité de régénérer des résultats, comme vous le voyez en bas, de redemander des précisions, etc., comme on l'a vu dans le chat. Et toujours les 3 niveaux d'interaction, si vous le souhaitez, et effectivement, reprendre la main sur la simulation si la réponse de l'assistant ne convient pas, il y a trop de contraintes ou des choses spécifiques que vous voulez rentrer, ou c'est plus simple de le faire vous-même, vous avez la possibilité d'ouvrir la simulation qui a été initiée par l'assistant. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie... planification industrielle. Maintenant qu'on a mis à jour et qu'on a vérifié que c'était faisable, il faudra qu'on vérifie qu'on ait bien les composants et l'ensemble des ingrédients pour réaliser les produits de la société API. Donc on va passer à la partie approvisionnement ou supply planning. Sur la partie supply planning, pareil, de la même façon, on va illustrer les données structurées et non structurées. Bien évidemment, on a le plan d'appro. Donc, qu'est-ce qui est dans les systèmes, dans l'ERP? On a le plan d'appro structuré par PIO avec les éléments fournisseur, article, etc., date souhaitée et quantité. On a également, ce qui est un peu nouveau, ce qu'on n'avait pas vu dans les éléments précédents, ce qui peut venir d'un outil plus analytique, comme l'a présenté Mathieu sur la première étape, où il y a déjà un plan d'action qui est proposé par cet outil Copilot analytique qui propose d'avancer ou de reculer des PIO pour répondre à la production et répondre in fine au plan de demande. De la même façon, le copilote dédié à la partie approvisionnement est en copie de l'ensemble des mails qui sont intéressants, c'est-à-dire les mails entre les approvisionneurs et les fournisseurs, les mails internes à l'usine si c'est nécessaire. Voilà. Donc ça permettra également de s'assurer de la qualité du plan d'appro et de sa justesse. Parce que parfois, on a des choses dans les systèmes et on a d'autres choses dans les informations qu'on reçoit des fournisseurs. Donc de la même façon, on va paramétrer un copilote dédié. Et les cas d'usage, ça va être assez simple, c'est mettre à jour le plan d'appro, assister l'approvisionneur dans le suivi du plan d'action et mettre à jour ce plan d'action. Et de la même façon, à la fin, on vous présentera un cockpit plus structuré et intégré pour cette partie approvisionnement. Donc de la même façon, on a construit un assistant dédié, cette fois-ci à la fonction approvisionnement. Donc on lui donne bien les instructions et ses attentes, on lui met en visibilité les données nécessaires et on lui demande, dans toutes ces informations, la semaine dernière il y a eu pas mal d'échanges, est-ce que tu peux me dire si le plan d'approvisionnement que j'ai dans l'ERP est juste et si non, qu'est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut que je change des quantités, des dates, et quels sont les PIO concernés? Donc il va fournir là aussi une information très structurée par PIO,
par composant, par fournisseur, les quantités commandées, celles qui sont confirmées, la date initiale qui sort de l'ERP qui est planifiée, et puis la date validée. Et bien sûr, vous le voyez dans la dernière colonne, des explications s'il y a des changements. Donc là, effectivement, il y a pas mal de changements et des choses qui doivent être reflétées tout de suite. Parce que sinon, effectivement, la complémentarité avec la première étape sur le Copilot analytique ne pourra pas fonctionner, puisqu'il fonctionnera sur des mauvaises dates. Donc déjà, on va refournir au Copilot analytique les bonnes dates pour qu'il puisse nous régénérer un plan d'action. Et donc, les dates qui sont basées sur les échanges d'emails, c'est-à-dire que le fournisseur a alerté qu'il allait être en retard sur certains produits ou qu'il allait avoir des quantités différentes de ce qui était commandé parce qu'il a eu des problèmes de qualité par exemple. Bah, c'est cette information-là qu'on met au regard du plan d'appro qui est dans le système pour s'assurer des choses qui ne sont pas à jour et qu'il faut corriger. Exactement. Pour avoir la vision la plus fiable possible. Exactement. Et donc, du coup, ce plan d'action, malgré tout, voilà, les dates sont à jour. Et malheureusement, effectivement, on est en retard sur un certain nombre de composants. On va demander, là aussi, et donc il y a le Copilot analytique sort un plan d'action structuré par PIO avec des propositions de décalage de date. Donc, on va demander l'aide à l'assistant de nous aider de façon efficace à relancer les fournisseurs et à proposer des nouvelles dates. Donc, il va structurer des mails à chacun des fournisseurs qui sont ici à l'écran en spécifiant le PIO, le produit, la date qui était initialement engageante et la nouvelle date souhaitée ou la nouvelle quantité souhaitée. Et donc, ça permettra de relancer de façon efficace les fournisseurs. Et donc, encore une fois, comme on met notre cher copilote approvisionneur en copie, il pourra également mettre à jour au fil de l'eau le plan d'action en fonction des retours des fournisseurs. Donc des fois, l'action, c'est assez simple, c'est d'avancer de quelques jours, le fournisseur confirmera que c'est faisable. D'autres fois, malheureusement, il a aussi, lui, un plan de production et des contraintes, ça ne sera pas faisable. Donc il spécifiera que le fournisseur ne peut pas agir. Donc là, il faudra d'autres types d'actions de la part du planificateur, du responsable supply chain pour débloquer la situation. Et donc là, de façon exhaustive, il remet à jour, on voit là aussi, c'est assez long, le plan d'action qui est fait sur l'ensemble des fournisseurs. Donc on a là dans l'exemple 5 ou 6 fournisseurs, plutôt de fruits et un fournisseur de packaging, de verre, qui est Ivy Glass, qui là aussi a des difficultés. Voilà. Et sur lesquels on a du mal à faire bouger les lignes. Voilà, et puis il donne les éléments, et ça peut être fourni directement au copilote analytique pour mettre à jour le plan d'action. Donc ça se caractérise de la même manière, c'est-à-dire on a un cockpit, vous voyez là aussi orienté alerte, orienté action pour aider l'approvisionneur, toujours trié par niveau d'impact sur le chiffre d'affaires, avec la caractérisation, le fournisseur, le composant en question, où on en est finalement sur le traitement de l'alerte. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce qu'on l'a déjà traité? Et puis toujours ces 3 niveaux. Est-ce que l'alerte est véridique? Donc je veux comprendre, je veux creuser, je vais aller chercher dans des mails, des rapports BI qu'on voit en dessous. Je peux collaborer, soit avec mon responsable appro, soit directement avec le fournisseur, et je vais agir. Donc agir, je le fais de 2 façons sur le plan d'appro. Je peux modifier quand effectivement les dates ne sont pas à jour, je peux modifier ou faire modifier les dates directement dans le RP, ou je peux agir directement avec le fournisseur en lui proposant un décalage de date. Donc vous voyez ici ce qu'on a mis en évidence de la même façon. On peut, en passant la souris, avoir un peu de précision sur l'alerte, sur ce fournisseur de verre, où il y a un décalage et ça impacte 3 OF, donc il faut agir. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre vision. Donc voilà pour la partie démonstration. Donc maintenant, on va revenir sur quelque part l'architecture de cette vision Supply Chain Copilot que vous avez vu dans les différents exemples. En fait, ce qu'on voit, c'est finalement un réseau d'assistants IA spécialisés sur les fonctions clés de la supply chain, donc le Demand Planning Copilot, le Production Planning Copilot, Procurement Planning Copilot, qui vont quelque part être dédiés sur ces fonctions-là et qui vont être interfacés avec la partie Analytics Supply Chain Control Tower qui, quelque part, va traiter toute la partie données structurées. Parce qu'effectivement, un assistant IA comme un humain ne peut pas exploiter des fichiers avec des millions de lignes. Donc, on a besoin de cette interface avec la partie analytique qui va faire des reports, analyser l'information sur requête de l'assistant ou pousser de l'information vers l'assistant. Donc, voilà, c'est cette architecture qu'on voit. Et alors, on
On a détaillé dans la démonstration quelques exemples assez simples sur la partie demand planning, production planning et la partie appro. Voilà, des cas d'usage, sur chaque rôle, il y a toujours plein de cas d'usage possibles. On ne va pas les détailler tous aujourd'hui évidemment, mais il y en a aussi beaucoup sur le SNOP, où il y en a aussi beaucoup sur la partie pilotage de la performance supply chain. Voilà. Donc dans chaque domaine, en fait, l'idée c'est d'avoir des assistants qui vont être dédiés et focalisés sur les enjeux clés de ces rôles dans la supply chain. Juste pour revenir sur les enjeux apportés par ces assistants, par cette architecture d'assistants GenAI. Finalement, on l'a vu dans les exemples, il y a un premier type d'enjeu autour de l'efficience. C'est qu'on peut automatiser de nombreuses tâches qui prennent du temps au planificateur et qui permettent de les refocaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Préparer des emails pour les fournisseurs, par exemple. Deuxième axe d'enjeu, c'est le fait de réagir plus vite. Typiquement, avoir l'information qu'une promo est décalée, ça aurait pu prendre plusieurs jours, voire semaines, à arriver jusqu'au prévisionniste dans les processus existants. Dans la vision-là, on capte cette information très vite et on peut réagir ou pas en fonction de cette information-là dès qu'un mail a été échangé entre un commercial et un client, par exemple. Ou si on veut tester le scénario de demande supplémentaire proactif compte tenu d'un blocage entre un concurrent direct et un client, l'idée c'est de pouvoir très vite réagir, tester l'option, échanger avec les différents personnes à solliciter pour avoir une réponse rapide et pouvoir décider de se positionner sur cette opportunité ou pas. Étendre la vision des acteurs, donc là c'est avoir accès à des informations qu'on ne sait pas forcément exploiter aujourd'hui. Par exemple, l'ensemble des promotions en cours chez mes concurrents, dans tous les retailers en Europe. C'est une information qu'on pourrait traiter aujourd'hui en mettant beaucoup de personnes à traiter cette information-là, mais qu'en gros nos clients ne font pas. Donc voilà, l'enjeu c'est aussi d'arriver à capter de l'information qu'on ne sait pas capter aujourd'hui. Et dernier axe d'enjeu, c'est réduire les erreurs. Donc typiquement, dans le cas appro, détecter qu'il y a une incohérence entre le plan d'appro qui est dans le système, dans le RP, et un échange qu'on a eu avec le fournisseur qui dit qu'il va être en retard. Mais quelque part, dans les processus existants, il peut se passer plusieurs jours avant que l'appro mette à jour, parce qu'il a oublié, parce qu'il n'était pas à son poste au moment où le mail est tombé. Alors que là, on peut directement capter ces incohérences et s'assurer que les plans soient plus fiables et plus en lien avec la réalité. Donc voilà pour les enjeux. Donc, un dernier point avant d'aller sur la conclusion et sur les questions. Donc finalement, en termes de prérequis, quels sont les prérequis pour mettre en place ce type d'approche ? Donc notre vision, c'est que cette approche et ces copilotes doivent être mis en place dans les solutions data, dans l'infrastructure data des entreprises. Donc ce n'est pas un software qui va venir en plus, c'est quelque chose pour nous qui doit s'inscrire dans les solutions data de l'entreprise, donc dans la data platform. Donc ça nécessite une analytics data platform, c'est-à-dire la solution qui va permettre de traiter la data structurée, c'est-à-dire de stocker, collecter, stocker, processer, visualiser, analyser à grande échelle toute la donnée structurée. Donc ça, c'est la partie analytics data platform que beaucoup d'entreprises ont déjà aujourd'hui. Il y a un deuxième bloc qui est plutôt dédié au cas d'usage machine learning, c'est d'avoir les éléments techniques nécessaires pour mettre en place, industrialiser des cas d'usage machine learning. Donc, spécifiquement pour les cas d'usage qui nécessitent des modèles spécifiques machine learning. Et dernière partie focalisée sur GenAI, il faut effectivement la capacité à designer, ingénierer des assistants GenAI adaptés aux différents rôles clés de la supply chain qu'on a vu. Donc ça suppose d'avoir un équivalent de l'outil Edgar qu'on vous a montré, qu'on a utilisé, qui est notre assistant builder interne. Mais l'idée, c'est que nos clients se dotent également de ce type de solution pour être capables, dans leur environnement, d'ingénierer des assistants adaptés à chacune des fonctions. Donc voilà, pour conclure sur la présentation, donc ce qu'on vous a présenté, cette approche-là, qui est une approche qui permet quelque part de gagner en efficacité et en agilité dans le pilotage de la supply chain. Elle est basée sur une vision d'ensemble des données structurées et non structurées de la supply chain, avec deux étapes qu'on a vues, ou deux niveaux, la partie analytique sur les données structurées, la partie GenAI sur les données non structurées, avec une forte complémentarité entre les deux. L'architecture, c'est quelque part une analytics control tower combinée à des assistants dédiés sur les fonctions clés de la supply chain, avec une vision d'un système qui peut être construit par briques progressivement, en commençant par certains cas d'usage sur demand planning et en les enregistrant progressivement, mais toujours dans l'environnement data de la société. C'est-à-dire pas des softwares en plus, mais quelque chose qui va s'intégrer dans l'environnement data de l'entreprise et qui va être mis en place avec le support d'experts data et GenAI. Donc voilà pour les points clés, pour ce qu'on souhaitait présenter. On va maintenant passer aux questions-réponses sur la base de l'ensemble des questions qui ont pu être postées via le chat dans le webinar. Est-ce que ce type de solution, Supply Chain Copilot, existe d'ores et déjà en production ?
Oui, alors la partie Copilot analytique existe déjà depuis longtemps, hein, on en a parlé au début. La partie GenAI est forcément plus récente, hein, parce que les solutions de GenAI ont émergé récemment. Donc nous, en tout cas, dans ce qu'on a mis en œuvre ou en visibilité, il y a des projets qui ont été mis en production depuis le début de l'année, donc janvier 2024, principalement sur les sujets de gestion de la demande. Okay, et depuis cette date-là, d'autres projets qui sont développés sur la partie supply planning en particulier. Est-ce que tout ce qui a été montré aujourd'hui, et notamment dans la vidéo, est techniquement faisable ? Alors oui, donc effectivement dans la vidéo, en particulier quand on voit la synthèse là, des assistants et le cockpit, oui c'est faisable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout n'est pas de l'IA générative, donc il y a d'autres composants techniques qui sont sollicités. Le point souvent de discussion, de difficulté, c'est la réécriture dans des systèmes tiers, mais techniquement oui c'est faisable. Comment sont traités ou adressés les problèmes d'hallucination ou d'interprétation des modèles d'intelligence artificielle ? Oui, alors ça, c'est effectivement une problématique rencontrée fréquemment. Effectivement, quand on travaille avec les IA génératives, on sait qu'il peut y avoir ce phénomène de surinterprétation ou voire d'hallucination. En fait, donc, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Déjà, il y a un premier élément de réponse sur le prompt engineering, c'est-à-dire sur la façon dont on va donner les instructions à l'assistant, en gros le briefer, toutes les informations qu'on va lui donner, ce qu'on va lui dire de faire, de ne pas faire, pour s'assurer qu'on a un résultat qui est stable et répétable. Donc ça, souvent, dans les premières versions de l'assistant, on va avoir des choses qui ne sont pas répétables, qui ne sont pas exactement comme on veut tout le temps. Et donc, en expérimentant, en affinant le prompt engineering, l'objectif, c'est d'arriver à un résultat qui soit stable et répétable. Donc ça, voilà, c'est la première partie. Néanmoins, un assistant GenAI, comme un humain, peut faire des erreurs. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc, même si c'est stable et répétable, il peut y avoir, comme avec des humains, des erreurs. Donc la question ensuite, c'est comment on met sous contrôle ces erreurs-là. Et là, il y a deux façons de mettre sous contrôle. La première, c'est via l'intervention humaine, parce que dans tous ces projets-là, on a toujours de toute façon, au stade où on en est aujourd'hui, une validation de la décision par un humain, qui peut justement aller creuser les sources si nécessaire. Donc voilà, des points de contrôle humains. Et l'autre chose qu'on fait, c'est de mettre en place des assistants IA focalisés sur le contrôle. Donc ils vont en fait analyser l'output de l'assistant focalisé sur une tâche demand planning, par exemple, et pouvoir détecter des erreurs. Donc c'est une autre façon, quelque part, de traiter ces points de contrôle. Mais oui, il faut dans tous les cas mettre des points de contrôle. Alors une autre question, c'est par rapport à des assistants ou des chatbots qui existent aujourd'hui, je pense à Copilot de Microsoft, à Gemini de Google, ou encore aux assistants d'Apple ou de Facebook, et aux chatbots, qu'est-ce qui est différenciant dans l'outil ? Très bonne question. Alors déjà, vous avez vu, hein, on a illustré beaucoup d'un point de vue pédagogique l'interaction via le chatbot. Ce n'est pas la seule façon de solliciter l'IA générative. La principale différence, c'est que ces chatbots dédiés sont souvent des assistants personnels de productivité. Donc voilà, c'est votre assistant qui est dédié et qui va vous aider dans vos tâches quotidiennes pour rédiger des mails, rechercher des photos, etc. La différence avec Supply Chain Copilot, c'est qu'on met l'assistant à l'échelle de l'organisation supply chain ou d'une fonction supply chain, comme voilà, le demand planning, l'approvisionnement ou le production planning. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il va avoir en visibilité un certain nombre de données. Et donc, l'avantage, c'est qu'on le met en réseau avec cette tour de contrôle analytique et avec d'autres assistants qui sont dédiés à d'autres tâches. Donc c'est vraiment voilà, cet effet échelle, organisation réseau et extension de la donnée qui font l'effet différenciateur un peu de l'approche Supply Chain Copilot. Alors, une autre question, c'est quels sont les prérequis ou les compétences attendues des équipes supply pour mettre en œuvre ce type de production ? Oui, alors, déjà, il y a deux choses. Hein. Pour mettre en place les types de cas d'usage qu'on a vus aujourd'hui, finalement, ce n'est pas les planificateurs eux-mêmes qui vont construire, ingénierer, designer ces solutions. L'idée, c'est que ce soit plutôt des spécialistes, data, Generative AI et qui connaissent bien les processus métiers, qui vont quelque part faire l'ingénierie de ces assistants. Et donc, finalement, les utilisateurs planificateurs, bien sûr, il y a une conduite du changement, il faut leur apprendre à utiliser ces assistants,
mais l'impact, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être ultra formé en prompt engineering. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Après, ce qu'on cherche à faire également dans les entreprises, c'était en complément de ces cas d'usage très structurants qui vont être ingénierés par des spécialistes, on veut aussi progressivement que les équipes soient capables, dans leurs tâches quotidiennes, d'identifier des choses qui peuvent être améliorées. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi important, en complément, disons, de cette approche un peu top-down, d'avoir une approche plus bottom-up où on va former progressivement chacun des planificateurs à l'IA générative et leur permettre de construire des petits assistants qui vont traiter certains problèmes qu'on n'aura pas adressés par une approche plus top-down. Et pour après pouvoir les faire bénéficier également les autres. Donc voilà. Donc en tout cas, pour traiter des cas structurants et pour commencer, il n'y a pas besoin de prérequis et de formation très lourde côté équipe de planification, mais ça reste quand même important de former progressivement ces personnes pour, en complément des cas qui vont être traités en top-down, d'être capable de faire émerger des planificateurs de cas d'usage additionnels qu'eux-mêmes pourront ingénierer à terme. Alors, une autre question. Quelles sont les solutions techniques utilisées derrière Supply Chain Copilot ? Oui. On en a un peu parlé. Hein. Notre vision, c'est que c'est quelque chose qui doit s'intégrer dans les solutions data d'une entreprise. Donc, ce n'est pas un outil en plus, c'est quelque chose qui doit s'appuyer sur les solutions data de l'entreprise, donc la data platform, avec une brique complémentaire à la partie analytique qui va être focalisée sur GenAI et la capacité à créer des assistants GenAI spécifiquement dans le contexte de l'entreprise, qu'il faut effectivement quelque chose que les entreprises doivent acquérir à un moment ou à un autre. Voilà. Beaucoup de questions, parce qu'il y a un sujet très intéressant. Un sujet au regard de la donnée, est-ce qu'elle reste possédée par l'entreprise ? Parce qu'on a vu ici qu'on utilisait ChatGPT et OpenAI et qu'ils ont tendance à utiliser les données qu'on leur envoie. Oui, alors très bonne question. C'est effectivement, si vous allez sur l'interface de ChatGPT public, là, tout ce que vous mettez va par chez OpenAI. Là, ce qu'il faut utiliser, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des assistants GenAI entreprises. Ce qu'on veut, c'est effectivement qu'aucune information parte chez OpenAI. Et donc là, dans les cas présents qu'on montre, c'est basé sur effectivement les solutions d'OpenAI, mais dans l'environnement Microsoft Azure, et donc totalement sécurisé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des informations qui part chez OpenAI. Tout reste sécurisé dans le contexte de l'entreprise. On a parlé tout à l'heure de l'assistant. Est-ce que cet assistant, il peut donner plus de contexte au mail qu'il a vu ? Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'assistant qui était en copie de certains emails, de type qui est l'émetteur, quel en est le contenu ? Est-ce qu'il peut lire des liens du mail ? Enfin, quel degré d'autonomie il a, en fait ? Oui, en fait, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a un travail d'ingénierie. On peut restituer toutes les métadonnées en fait, associées. Donc, on peut lui demander, et là aussi, dans le prompt, on peut lui préciser ce qu'on souhaite avoir. Qui a émis le mail? Est-ce que tu peux me préciser de la façon dont on interagissait avec quelqu'un? Qui a émis le mail? À quelle date il a été envoyé? Ce qu'on n'a pas vu aussi, peut-être précisé dans la démo, c'est qu'il fait attention à la temporalité. C'est-à-dire que dans les échanges, nous, qu'on a testés, il y a plusieurs échanges de mails, typiquement sur le plan d'appro, où il y a des allers-retours sur les dates. Il prend bien le dernier échange qui est daté. Pour dire c'est ça l'information qu'il faut mettre à jour, c'est finalement la date d'arrivée de la livraison, c'est le 10 juin et c'est bien le dernier mail qu'on a reçu, même si on a pu avoir plusieurs échanges antérieurs avec le fournisseur mentionnant d'autres dates. Oui, peut-être en lien avec cette question, on a souvent la question de finalement, chez nous, les emails sont très déstructurés, finalement il y a beaucoup d'acronymes, les gens, finalement, est-ce qu'un assistant va être capable de le comprendre ? Et finalement, notre retour d'expérience, c'est que finalement, si en gros un planificateur formé est capable de comprendre, un assistant briefé avec les informations équivalentes sera capable d'interpréter les mails aussi. Donc il n'y a pas en fait, de frein lié au fait que les mails ne se ressemblent pas d'un fournisseur à l'autre ou autre chose. Donc il est capable de comprendre. Bien sûr, s'il y a des acronymes, il faut lui donner les définitions des acronymes, comme on donnerait à une personne, il ne va pas les inventer. Mais voilà, il y a un certain nombre d'informations à donner, mais en revanche, il va être capable, si l'information de date ou le code produit apparaît à des endroits différents, il va être capable de trouver l'information et d'interpréter comme le ferait un planificateur. Bon, je pense qu'on a déjà la réponse à cette question, mais est-ce qu'il s'adapte à tous les ERP déjà en place ? Oui, si tant est que l'information est accessible. Donc là encore, c'est pour ça que les prérequis data étaient importants. On s'appuie souvent
pour faciliter l'interaction sur la donnée, sur la data platform, où on peut avoir les informations synthétisées de façon plus simple et plus immédiate. Mais la réponse est oui. C'est ça. Après, là, comme le disait Fabrice dans la présentation, la capacité à écrire dans l'ERP, ça, la facilité à le faire va être différente d'une solution à l'autre. Et parfois, voilà, ça va passer par un fichier plat à intégrer une fois par jour. Parfois, ça va être plus temps réel. Donc ça, pour le coup, ça peut être très variable selon les systèmes ERP ou APS utilisés. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai travail d'ingénierie de l'assistant et il y a d'autres composants techniques. Sur ça, là, on vous a montré surtout la partie IA générative et interaction, mais il y a d'autres composants techniques qui permettent ensuite cette interaction avec des systèmes tiers. Alors, une question très intéressante, c'est finalement quel est le niveau d'investissement, combien ça coûte ? Alors, c'est une bonne question. Enfin, pour le coup, c'est difficile de donner un chiffre là-dessus. Je pense que l'idée, c'est de... Enfin, ça dépend beaucoup, effectivement, du contexte, du périmètre qui est adressé. Donc, pour le coup, sur ce sujet-là, bien sûr, on est à votre disposition pour, sur un contexte donné, des hypothèses données, dire ce serait quoi l'ordre d'idée de l'investissement sur ce type de projet. Mais c'est difficile de donner une réponse, en gros, unique sur ce point-là. Alors, d'autres questions ? Dans les entreprises qui ont, je crois que ça sera l'avant-dernière question au regard du temps, dans les entreprises qui ont déjà mis en place cet outil, est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience au regard des taux d'utilisation et d'appropriation des équipes, du temps gagné ou même des retours qualitatifs ? Oui, alors les retours qu'on a, là où on a le plus de retours, comme je le disais, c'est solutions qui sont en production depuis le début d'année sur la partie d'activation de la demande, avec pour le coup, oui, des gains à la fois quelque chose qui a été intégré dans le processus, c'est-à-dire que le taux d'adoption dans ce cas-là est de 100%, puisqu'on veut que le processus de gestion de la demande concerné passe par ce nouveau process assisté d'un copilot. Donc dans ce cas-là, on est à un taux d'utilisation très fort. Et l'enjeu d'efficience, comme c'était dans l'exemple que j'ai en tête, c'était des tâches, beaucoup de tâches répétitives et administratives. Le gain d'efficience a été très important, de plus de 50%. Voilà. Après, bien sûr, ça dépend beaucoup d'un métier à l'autre. Et quand on va parler de production planning ou même d'appro, on est sur des ordres de grandeur qui sont bien évidemment bien moindres, ou y compris sur des projets très focalisés sur la prévision. Donc voilà, en tout cas, sur la partie, je pense que j'ai répondu sur la partie adoption dans cet exemple-là et sur la partie impact du point de vue efficience. Après, voilà, comme on le disait, en transparent là-dessus, c'est des solutions qui sont nouvelles. Donc il y a beaucoup de choses en cours sur la partie appro. On n'a pas encore des retours d'expérience bien formalisés, puisque c'est plutôt des projets qui restent en cours, soit dans des POC, soit dans des débuts de déploiement. Et peut-être en complément, ça n'économise pas le travail qu'on fait habituellement de réécriture des process, parce que voilà, ce n'est pas un assistant en plus, on va l'inscrire dans la routine du métier, donc demand planning par exemple, et le travail de change et de conduite du changement qu'il faut faire auprès des équipes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ingénierer et de mettre à disposition l'assistant, il faut aussi accompagner les équipes dans cette évolution de leur métier. Et peut-être juste aussi parce que finalement, une différence parce qu'effectivement, dans les entreprises, on voit que l'utilisation d'assistants type le chat GPT de l'entreprise, où on peut interagir en chatbot, est très différente d'une personne à l'autre. Là, on est sur une approche qui est différente, où on va ingénierer un assistant spécifique sur une fonction. Donc le taux d'adoption, on veut qu'il soit très fort et on veut que les personnes l'utilisent et on va faire la conduite du changement associée. Donc voilà, donc on n'est pas dans le même contexte que mettre à disposition un chatbot à l'ensemble des collaborateurs, où là on sait que l'utilisation va être extrêmement variable d'un employé à l'autre en fonction de sa sensibilité et de son intérêt pour l'IA générative. Alors une dernière question, toujours au sujet de la data. Pouvons-nous choisir la région sur laquelle le modèle ChatGPT est hébergé sur Azure ? Car s'il est hébergé aux États-Unis, la donnée peut être saisie à tout moment par le gouvernement américain. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste d'Azure, mais je pense que oui. Mais pour le coup, sur cette question, je pense qu'on pourra revenir vers la personne qui l'a posée avec les bonnes réponses techniques. Alors un petit mot de conclusion ? Oui, en tout cas, voilà, il y a sûrement aussi plein d'autres questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas d'éléments de réponse. Donc on va regarder ces questions-là et puis on reviendra vers certains d'entre vous si certaines de vos questions n'ont pas été adressées. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Voilà, donc le prochain webinaire sera consacré à l'acheteur augmenté et aura lieu demain au même horaire à 11h. Voilà, donc je vous invite à y participer. Donc merci beaucoup et bonne journée.